Le réveil sonne à 6 heures du matin, comme tous les vendredis. Camille étire ses membres fatigués par sa garde de nuit à la maison de retraite des Glycines. Ses muscles lui rappellent les 12 heures passées à retourner Madame Durand, à consoler Monsieur Petit qui appelait sa femme décédée, à distribuer les médicaments avec un sourire malgré l'épuisement. À 29 ans, elle a appris que l'aide-soignante de nuit n'existe pas aux yeux du monde. Les familles ne la voient jamais. Les médecins la considèrent comme du mobilier, et sa belle-mère Brigitte ne rate jamais une occasion de lui rappeler qu'elle nettoie des vieux pour gagner sa vie. 18 mois qu'elle vit dans cette maison étouffante depuis la mort de Julien. 18 mois qu'elle supporte les remarques acides de Brigitte, les coups d'œil des approbateurs, les soupirs exaspérés quand elle traverse le salon pour aller aux toilettes. Comme si elle était une intruse dans ce qui était censé être son foyer temporaire. Le café qu'elle prépare avec le grille-pain Moulinex qu'elle a acheté de ses propres deniers lui procure un moment de répit. Autour d'elle, tous les électroménagers racontent la même histoire. Le réfrigérateur Samsung qu'elle a financé quand l'ancien a rendu l'âme. Le lave-linge Bosch, choisi après des semaines d'économie. Le micro-ondes qui trône fièrement sur le plan de travail. Même le canapé du salon porte encore l'étiquette de ses versements échelonnés. Camille. La voix de Brigitte claque dans la cuisine comme un fouet. 56 ans, ancienne caissière de supermarché qui se donne des airs de bourgeoise depuis qu'elle vit dans ce quartier résidentiel. Ses cheveux teints au henné encadrent un visage durci par des années de frustration qu'elle déverse désormais sur sa belle-fille. Dégage tes affaires de la chambre d'amis avant ce soir. Mathieu arrive avec sa nouvelle copine pour le week-end. Camille pose sa tasse, le cœur qui s'emballe. La chambre d'amis, c'est sa chambre depuis 18 mois. Celle où elle a pleuré la mort de Julien, celle où elle se réfugie après ses gardes épuisantes. Mathieu a enfin trouvé quelqu'un de bien. Léa, elle s'appelle, une professeure, une femme éduquée. Il l'a rencontrée sur un site de rencontre. Pas comme toi qui restes enfermée ici à ne rien faire de ta vie. Les mots jiffient de Camille. Ne rien faire ? Elle qui travaille 60 heures par semaine pour un salaire de misère, qui a vidé ses économies pour équiper cette maison, qui endure en silence les humiliations quotidiennes. Lui, au moins, il a une vraie situation. Il travaille dans l'informatique. Il gagne correctement sa vie. Il mérite mieux que cette maison vide. Maison vide. Le terme résonne dans l'esprit de Camille comme une révélation. Brigitte a raison sur un point. Sans les meubles et électroménagers qu'elle a payés, cette maison ne serait effectivement qu'une coquille vide. Un sourire étrange naît sur ses lèvres. Un sourire que Brigitte ne remarque pas, trop occupée à énumérer les qualités de son fils prodige. Et arrange-toi pour ne pas traîner dans le salon ce week-end. Ils ont besoin d'intimité, pas de voir ta tête de déterré qui rappelle la mort. Cette fois, c'est la phrase de trop. Camille sent quelque chose se briser définitivement en elle. Pas son cœur. Celui-ci s'est déjà brisé il y a 18 mois. Non, ce qui se brise, c'est sa résignation. Elle remonte dans sa chambre, sort sa valise et commence à plier ses vêtements. Mais ce n'est que le début. Dans sa tête, un plan se dessine avec une clarté cristalline. Brigitte va découvrir ce que signifie vraiment une maison vide. Camille remonte ses affaires dans sa valise, avec des gestes mécaniques. Chaque objet qui disparaît dans le bagage lui rappelle un souvenir douloureux. Le pyjama en soie que Julien lui avait offert pour leur anniversaire de mariage, les photos de leur voyage de noces en Bretagne, le livre de poésie qu'elle lisait pour s'endormir quand les nuits étaient trop longues. Le silence de la maison l'enveloppe comme une couverture suffocante. Brigitte est sortie faire ses courses du vendredi, probablement pour acheter de quoi impressionner la fameuse Léa. Elle veut sans doute jouer les belles-mères parfaites, celle qui reçoit dignement dans son intérieur bourgeois. C'est alors que le téléphone sonne au rez-de-chaussée. Camille hésite. Elle n'a pas pour habitude d'écouter les conversations de sa belle-mère, mais quelque chose dans la sonnerie insistante l'intrigue. Elle descend silencieusement les escaliers, ses chaussettes étouffant le bruit de ses pas sur le parquet. « Allô ? Ah, Sylvie, c'est toi ?» La voix de Brigitte lui parvient depuis la cuisine. Sa sœur Sylvie, celle qui habite à Toulouse et qui appelle tous les vendredis pour prendre des nouvelles. Camille s'immobilise dans le couloir, retenant son souffle. Oui, Mathieu revient ce week-end. Avec sa nouvelle copine, Léa, une prof qu'il a rencontrée sur un site de rencontre. Un silence,
Puis Brigitte reprend d'une voix plus basse, presque conspiratrice. Non, elle ne sait pas qu'il a perdu son travail il y a 3 mois. Tu comprends? Il a trop honte. Il lui a menti depuis le début. Heureusement qu'ils ne se connaissent que depuis 2 mois. Le sang de Camille se glace. Mathieu, au chômage, lui qui était censé être le fils qui réussissait, celui qui travaillait dans l'informatique, celui qui gagnait correctement sa vie, j'ai dû emprunter pour l'aider à payer son loyer le mois dernier. Et celui d'avant aussi, tu sais. Le pauvre, il cherche, mais c'est difficile de retrouver dans sa branche. Brigitte soupire longuement avant de continuer. Camille ne doit rien savoir, tu m'entends? Elle ferait sa maligne avec son petit salaire stable. Elle en profiterait pour nous humilier encore plus. Déjà qu'elle nous regarde de haut avec ses airs de martyr. La suite des mots se perd dans un bourdonnement qui envahit les oreilles de Camille. Elle s'appuie contre le mur, les jambes tremblantes. Mathieu ment à sa copine depuis le début de leur relation. Brigitte finance son fils avec de l'argent emprunté. Et pendant ce temps, elle, Camille, se fait traiter de ratée qui ne fait rien de sa vie. Depuis 18 mois, elle endure les comparaisons humiliantes avec le fils prodige. Depuis 18 mois, elle entend les leçons de morale sur sa situation précaire, comparée à la réussite de Mathieu. Depuis 18 mois, elle finance indirectement cette mascarade avec l'argent qu'elle dépense pour équiper cette maison. Le réfrigérateur Samsung qu'elle voit depuis la cuisine prend soudain une dimension symbolique. Derrière sa porte d'acier inoxydable, il abrite la nourriture que mange Mathieu quand il vient se faire dorloter par sa mère. Nourriture payée avec l'argent que Brigitte économise sur les factures d'électricité grâce aux appareils économes que Camille a choisis. Il faut que je te laisse, Sylvie. Je dois préparer la chambre pour qu'il soit bien installé. Et surtout, motus sur ce que je t'ai dit. Mathieu compte bien retrouver quelque chose bientôt. Et d'ici là, Léa n'a pas besoin de savoir. La communication se coupe. Camille entend les pas de Brigitte qui se dirige vers l'escalier. Elle remonte rapidement dans sa chambre, le cœur battant, l'esprit en ébullition. Tout devient clair maintenant. Les regards méprisants, les remarques sur son travail, l'empressement à la voir partir. Brigitte projette sa propre honte sur elle. La honte d'avoir un fils qui ment, qui vit au crochet des femmes, qui maintient une façade de réussite avec l'argent maternel. Camille s'assoit sur son lit et regarde autour d'elle. Cette chambre qu'elle doit libérer pour accueillir un menteur et sa victime innocente. Cette maison qu'elle a équipée de ses propres moyens pour une famille qui la méprise. Cette situation qu'elle endure par loyauté envers la mémoire de Julien. Mais Julien est mort. Et elle est bien vivante. Le plan qui se dessinait dans sa tête quelques minutes plus tôt prend maintenant des contours précis, implacables. Si Brigitte veut une maison vide pour recevoir son fils, elle va l'avoir. Vraiment vide. Camille attrape son téléphone et compose le numéro de ses collègues de la maison de retraite. Nadia, Kevin et Marie-Claire ont un camion et du temps libre ce week-end. Et surtout, ils la connaissent assez pour savoir qu'elle ne mérite pas le traitement qu'elle subit. « Allô Nadia, c'est Camille. Dis-moi, vous êtes libre cet après-midi? J'ai besoin d'aide pour un déménagement. 14h30. Le camion de location Europcar se gare devant la maison, dans un bruit de moteur diesel qui résonne dans le quartier silencieux. Nadia, Kevin et Marie-Claire descendent avec l'énergie de ceux qui s'apprêtent à accomplir une mission de justice. Camille les observe depuis la fenêtre de sa chambre. Ses collègues de la maison de retraite des Glycines sont plus que des collègues, ce sont les seules personnes qui la connaissent vraiment. Ils ont vu ses cernes après les nuits où Brigitte l'avait encore humiliée. Ils ont remarqué ses économies de bouts de chandelle pour pouvoir payer les électroménagers de la famille. Ils savent ce qu'elle endure. On commence par quoi, chef? La voix de Kevin monte jusqu'à l'étage. 32 ans, aide-soignant divorcé qui élève seul sa fille de 8 ans. Il comprend l'exploitation familiale mieux que quiconque. Sa propre belle famille l'avait plumé pendant des années avant qu'il trouve le courage de partir. Camille descend, une liste manuscrite à la main. Chaque objet y est répertorié avec sa date d'achat et son prix. Le réfrigérateur Samsung, 899 €, acheté le 15 mars de l'année dernière. Le lave-linge Bosch, 645 €, payé en 3 fois sans les frais. Le micro-ondes Whirlpool, 178 €, choisi parce qu'il était en promotion. Tout ce qui est sur cette liste m'appartient. J'ai gardé tous les tickets de caisse. Marie-Claire,
50 ans, mère de 3 enfants et grand-mère de 2 petits-fils, siffle entre ses dents en parcourant la liste. Ma pauvre fille, tu as équipé toute la maison. Le canapé aussi? Et la table de la salle à manger? Tout. Elle n'avait rien quand je suis arrivée. Même pas un grille-pain qui fonctionnait. Nadia, la plus jeune de l'équipe à 26 ans, sent la colère monter en elle. Fille d'immigrés algériens, elle a grandi dans une famille où l'hospitalité était sacrée. L'idée d'exploiter quelqu'un qui vous aide la révolte viscéralement. Alors on ne se gêne pas. Si c'est à toi, tu le reprends. L'opération commence par la cuisine. Le réfrigérateur d'abord, vidé de son contenu que Camille range soigneusement dans des sacs isothermes. Puis le lave-linge, débranché avec précaution. Le micro-ondes, le grille-pain, la bouilloire électrique, même la cafetière à dosette qu'elle s'était offerte pour les matins difficiles. Kevin et Nadia manœuvrent les gros électroménagers avec l'efficacité de professionnels. Ils ont l'habitude de déplacer des patients, soulever des charges, organiser l'espace. Un déménagement, c'est presque de la routine. La salle à manger suit. La table en chêne massif et ses 6 chaises, achetées dans un élan d'optimisme quand elle pensait encore faire partie de cette famille. Le buffet assorti, choisi pour ses nombreux rangements, même les sets de table et les verres à vin qu'elle avait sélectionnés avec soin. Et ça, c'est à toi aussi. Marie-Claire désigne le téléviseur 55 pouces qui trône dans le salon. Un Samsung QLED que Camille avait acheté pour les soirées télé qu'elle imaginait partager avec Julien. Julien qui ne les verrait jamais. Oui, payé comptant chez Darty. J'ai encore la garantie. Le téléviseur rejoint le reste dans le camion. Puis c'est au tour du canapé d'angle en cuir beige, celui sur lequel Brigitte aime s'installer pour critiquer le journal télévisé, celui où Mathieu s'affale quand il vient se faire materner par sa mère. Chaque objet qui disparaît transforme l'atmosphère de la maison. Les murs semblent se rapprocher, l'espace se rétrécir. Ce qui était un intérieur bourgeois devient progressivement une coquille vide, froide, inhospitalière. À 15h45, Marie-Claire fait une pause cigarette sur le perron. Tu sais qu'elle va piquer une crise monumentale? Tant mieux. Elle découvrira ce que ça fait d'être humiliée. Camille n'a jamais parlé avec autant de détermination. Ses collègues échangent des regards admiratifs. Ils retrouvent enfin la femme forte qu'ils soupçonnaient sous le masque de résignation. Le dernier voyage s'achève à 16h précises. Kevin referme les portes du camion sur un amas hétéroclite de meubles et d'électroménagers qui représentent 2 années d'économie et d'effort. Camille fait un dernier tour de la maison désormais vide. La cuisine, où ne subsistent que les placards fixés au mur. Le salon réduit à ses fenêtres et son carrelage. La salle à manger qui ressemble à une salle d'attente déserte. Elle récupère ses dernières affaires personnelles, ses diplômes d'aide-soignante, les photos de Julien, le petit cactus qu'elle avait acheté pour égayer le rebord de fenêtre, puis elle pose les clés sur le plan de travail nu de la cuisine et sort sans se retourner. À 17h, Brigitte rentre de ses courses, les bras chargés de sacs Monoprix. Elle pousse la porte d'entrée en sifflotant, pressée de mettre la dernière main aux préparatifs. Le silence qui l'accueille n'a rien de normal. Puis elle découvre le salon. Son cri de stupeur résonne dans toute la maison vide comme un écho dérisoire. À 18h30 précise, Mathieu gare sa Clio devant le portail. À côté de lui, Léa vérifie son apparence dans le miroir de courtoisie. Professeure d'anglais de 28 ans, elle porte une robe simple mais élégante, ses cheveux bruns attachés en chignon sage. Elle veut faire bonne impression sur la famille de celui qu'elle croit être un informaticien prospère. Tu es sûre que ta mère ne nous en voudra pas de débarquer comme ça? Mais non. Elle adore recevoir. Et puis, elle a hâte de te connaître. Mathieu pousse la porte d'entrée avec l'assurance de celui qui rentre chez lui. Léa le suit, un bouquet de fleurs à la main. Il s'arrête que net dans l'embrasure du salon. Brigitte est assise par terre au milieu de la pièce vide, entourée de ses sacs de course, fixant l'espace où se trouvait son canapé quelques heures plus tôt. Le silence dans le salon vide résonne comme un gong. Léa serre son bouquet de fleurs contre sa poitrine, les yeux écarquillés devant le spectacle surréaliste qui s'offre à elle. Mathieu reste figé dans l'embrasure, la bouche entr'ouverte, incapable de comprendre ce qui se passe. Brigitte lève vers eux un visage ravagé par l'incompréhension et la panique. Ses cheveux teints au henné sont ébouriffés, ses yeux rouges de larmes contenues. Autour d'elle, les sacs Monoprix répandent leur contenu sur le carrelage, des tranches de saumon fumé,
Une bouteille de Chablis, des macarons Ladurée. Tout ce qu'elle avait acheté pour impressionner. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé? On a été cambriolés. » La voix de Mathieu tremble légèrement. Il scrute la pièce comme s'il cherchait des indices d'effraction, des traces de violence. Mais les murs sont intacts, les fenêtres fermées. La porte d'entrée n'a aucune marque d'arrachement. Léa pose délicatement son bouquet sur le rebord de la fenêtre et s'accroupit près de Brigitte. Son instinct de professeur habitué aux crises d'adolescents prend le dessus. « Madame Rousseau, est-ce que vous allez bien? Faut-il appeler quelqu'un ?» Brigitte secoue la tête, incapable de formuler une explication cohérente. Comment dire que sa belle-fille a repris tous les meubles? Comment avouer qu'elle ne possédait rien de ce qui faisait le charme de cette maison? Comment expliquer qu'elle vient de découvrir à quel point elle dépendait de la générosité de celle qu'elle méprisait? Mathieu fait le tour des pièces avec l'énergie du désespoir. La cuisine, vide. La salle à manger, vide. Même sa chambre d'enfance a été dépouillée du petit téléviseur que Camille y avait installé. 18h15. Dans son studio près de l'hôpital, Camille range méthodiquement ses affaires. L'appartement de 35 mètres carrés qu'elle loue depuis 3 ans n'a jamais été aussi accueillant. Ses meubles retrouvent leur place naturelle, ses objets personnels reprennent leur fonction première. Le réfrigérateur Samsung trône fièrement dans la kitchenette, enfin libéré de nourrir l'ingratitude. Sur la table qu'elle avait tant aimée, elle pose la photo de Julien et sourit. Pour la première fois depuis 18 mois, elle se sent chez elle. Son téléphone vibre. Numéro de Brigitte. Elle laisse sonner. 2e appel. 3e. 4e. Camille prépare tranquillement son thé dans sa bouilloire électrique en écoutant la sonnerie insistante. Chaque vibration lui procure une satisfaction grandissante. Elle imagine la panique qui règne maintenant dans la maison vide, l'humiliation de Brigitte devant la copine de son fils. 18h45. Le téléphone n'a pas cessé de sonner. Camille décroche enfin. « Camille, il faut que tu reviennes, immédiatement. » La voix de Brigitte est méconnaissable, éraillée par l'hystérie. En arrière-plan, Camille entend des chuchotements inquiets. « Revenir? Mais je pensais que tu voulais que je parte. Ne fais pas l'idiote, ramène tout. Mathieu et Léa sont là, ils ne comprennent rien. Comment je vais leur expliquer ?» Le ton suppliant de sa belle-mère octroie à Camille une jouissance qu'elle n'avait pas anticipée. Celle qui la traitait de ratée, quelques heures plus tôt, la supplie maintenant comme une déesse. « Explique-leur la vérité, Brigitte. Dis-leur que tous les meubles m'appartenaient. Dis-leur aussi que ton fils qui réussit si bien est au chômage depuis 3 mois. » Un silence de plomb accueille cette révélation. Puis un cri étouffé, probablement celui de Léa qui vient de comprendre quelque chose. « Tu n'as pas le droit. C'est de la famille. Tu ne peux pas nous faire ça. » De la famille? Camille savoure chaque mot qu'elle prononce. Celle qui me traite de tête de déterré qui rappelle la mort? Celle qui me compare sans cesse à un fils mythique qui ment à sa copine depuis 2 mois? La communication se coupe brutalement. Camille pose son téléphone et retourne à son thé. Dehors, la nuit tombe sur la ville. Dans son studio, enfin paisible, elle redécouvre le plaisir d'être chez soi. À quelques kilomètres de là, dans une maison désormais vide, 3 personnes contemplent l'effondrement d'un château de mensonges. Brigitte pleure silencieusement dans un coin. Mathieu bredouille des excuses incompréhensibles et Léa commence à assembler les pièces d'un puzzle qui révèle un homme qu'elle ne connaît pas. Le week-end qu'ils avaient imaginé romantique se transforme en cauchemar. Et ce n'est que le début. Le week-end s'achève dans un silence de catastrophe. Mathieu et Léa ont fini par partir samedi soir, après une soirée surréaliste passée assis par terre à manger des sandwichs achetés à la station-service. Brigitte a inventé une histoire de travaux de rénovation surprise, qui n'a trompé personne, surtout pas Léa. Lundi matin, 7h. Camille arrive à la maison de retraite des Glycines, avec un sourire que ses collègues ne lui avaient pas vu depuis des mois. Ses cernes ont disparu, sa démarche a retrouvé son assurance d'avant. Fini le poids des humiliations quotidiennes, terminé le stress de rentrer dans une maison hostile. Alors, l'opération déménagement? Nadia la rejoint près de la machine à café, curieuse de connaître les suites de leur intervention de vendredi. Parfait. Tu aurais dû voir leur tête quand ils sont arrivés. Marie-Claire et Kevin se rapprochent, attirés par l'éclat de malice dans la voix de Camille. Elle leur raconte la scène. Brigitte assise par terre, Mathieu balbutiant, Léa avec ses fleurs dans une maison vide.
Ses collègues savourent chaque détail comme une victoire personnelle. Mais Camille ne s'arrête pas là. Son plan ne fait que commencer. Les jours suivants, son téléphone n'arrête pas de vibrer. Messages de Brigitte alternant entre menaces et supplications, promesses de tout arranger, accusations de vol et de méchanceté gratuite, tentatives de chantage affectif sur la mémoire de Julien. Camille lit tout, ne répond à rien. Chaque message désespéré la conforte dans sa décision. Ce qui l'intéresse davantage, ce sont ses observations discrètes lors de ses courses en ville. Car depuis que Léa a découvert l'appartement vide, elle agit différemment avec Mathieu. Samedi après-midi, supermarché Leclerc. Camille fait ses achats quand elle aperçoit le couple au rayon épicerie. Léa tient le caddie, vérifie les prix, compare les marques. Mathieu traîne derrière elle, l'air embarrassé. Comme toujours, c'est elle qui sort sa carte bancaire à la caisse. Mais cette fois, Camille remarque quelque chose de nouveau dans l'attitude de Léa. Elle observe Mathieu du coin de l'œil, étudie ses réactions, pose des questions apparemment anodines sur leur budget course. L'institutrice en elle a repris le dessus. Elle enquête. Mercredi soir, devant la pharmacie centrale. Léa fait la queue seule pour acheter des médicaments. Camille la croise en sortant de son travail. Elles échangent un regard furtif, un sourire poli. Léa semble vouloir dire quelque chose, puis se ravise. Jeudi midi, café de la Poste. Camille déjeune rapidement entre deux gardes quand elle voit Léa attablée avec une collègue professeure. Leur conversation semble sérieuse, ponctuée de hochements de tête préoccupés. Léa montre quelque chose sur son téléphone, probablement des photos ou des messages. Ces observations renforcent l'intuition de Camille. Léa ne gobe plus les mensonges de Mathieu. Professeure expérimentée de 28 ans, elle a développé un radar infaillible pour détecter les incohérences. Et les incohérences dans le discours de son copain commencent à s'accumuler. Au travail, Camille fait la connaissance de Romain, le nouveau kinésithérapeute qui intervient à la maison de retraite 2 fois par semaine. 34 ans, divorcé, père d'une fille de 8 ans qu'il élève seule. Contrairement aux hommes qu'elle a connus, il ne la regarde pas de haut quand elle explique son métier d'aide-soignante. C'est un travail admirable. Ma mère a fini ses jours dans un établissement comme celui-ci. Les aides-soignantes ont été sa famille pendant ces derniers mois. Et cette phrase simple touche Camille plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Voilà un homme qui valorise son travail au lieu de le dénigrer, qui respecte son dévouement au lieu de le considérer comme un échec social. Leur conversation s'allonge naturellement. Romain lui parle de sa fille Emma, des difficultés du divorce, de sa reconstruction. Camille évoque sa situation sans s'apitoyer, raconte Julien sans dramatiser, explique son émancipation récente avec un mélange de fierté et de liberté retrouvée. Vendredi soir, 15 jours après l'incident, Camille reçoit un message inattendu. Pas de Brigitte cette fois, mais de Léa. « Bonjour Camille, pourriez-vous me rappeler quand vous aurez un moment ? J'aimerais vous parler. Léa. » Camille fixe l'écran de son téléphone. Un sourire satisfait aux lèvres. Le poison du doute a fait son travail. Léa veut des réponses que Mathieu ne peut pas lui donner. Elle compose le numéro, le cœur battant d'anticipation. La phase 2 de son plan peut commencer. La conversation téléphonique avec Léa dure exactement 13 minutes. 13 minutes pendant lesquelles Camille dose soigneusement ses révélations, comme une chimiste manipulant des substances explosives. Elle ne ment pas, ne dénigre pas directement Mathieu. Elle se contente de répondre aux questions avec une précision chirurgicale. Mathieu travaillait vraiment dans l'informatique avant ? Il a perdu son emploi il y a quelques mois. Sa mère s'inquiète beaucoup pour lui. Les meubles de la maison, ils étaient vraiment tous à vous ? J'ai tous les justificatifs d'achat. Quand mon mari est mort, j'ai voulu aider la famille en équipant la maison. Chaque réponse sème une graine de doute supplémentaire dans l'esprit de Léa. Camille n'accuse pas, n'attaque pas. Elle plante juste des indices que l'intelligence naturelle de l'institutrice assemblera d'elle-même. Les semaines qui suivent confirment ses intuitions. Léa observe maintenant Mathieu avec l'œil critique d'une professeure qui a appris à détecter les mensonges d'adolescents. Et les incohérences s'accumulent. Pourquoi ne parle-t-il jamais de collègues précis ? Pourquoi évite-t-il systématiquement le centre-ville le matin, heure à laquelle il devrait se rendre au bureau ? Pourquoi son téléphone ne sonne-t-il jamais pour des appels professionnels ? Un mardi après-midi, Camille fait ses courses place de la République quand elle aperçoit une scène révélatrice.
Mathieu sort de l'agence Pôle emploi, jetant des regards furtifs autour de lui, comme un voleur qui quitte une bijouterie. Il consulte frénétiquement son téléphone, probablement pour vérifier que Léa ne lui a pas envoyé de message. Camille comprend qu'il maintient encore le mensonge après 4 mois de relation. 4 mois pendant lesquels Léa finance innocemment leur couple, croyant sortir avec un développeur web prospère. Cette patience dans la manipulation la dégoûte plus que tout. Mathieu ne ment pas par orgueil ou par gêne temporaire. Il ment par calcul, exploitant méthodiquement la générosité de sa copine. Au travail, sa relation avec Romain s'approfondit naturellement. Il passe désormais ses pauses avec elle, partageant un café dans le petit salon du personnel. Leur conversation glisse facilement du professionnel vers le personnel. Ma fille me demande souvent ce que je fais exactement. Comment on explique la rééducation à une enfant de 8 ans ? Tu lui dis que tu aides les gens à retrouver leur force, comme un entraîneur, mais pour guérir. Romain sourit. Cette simplicité dans l'explication le touche. Camille a le don de rendre claire et noble une réalité souvent complexe. Et toi, tu expliques comment ton métier à ta famille ? L'ironie de la question n'échappe pas à Camille. Sa famille considère son travail comme un échec social, preuve qu'elle n'a pas su réussir sa vie, comme le mythique Mathieu. Ma belle famille pense que je nettoie des vieux. Elle ne comprend pas qu'on puisse choisir de prendre soin des autres. Leur problème, pas le tien. Moi, je vois comment tu travailles avec les résidents. Tu as un don pour les apaiser. Ce respect spontané contraste violemment avec le mépris qu'elle a enduré pendant des mois. Romain la voit comme elle est. Une professionnelle compétente et bienveillante. Pas comme un échec ambulant. Un vendredi soir, alors qu'elle rentre de sa garde, Camille croise à nouveau Léa. Cette fois, l'institutrice ne l'évite pas. Elle l'aborde directement devant la boulangerie Le Roi. « Camille, excusez-moi de vous déranger. Pourriez-vous me parler franchement de Mathieu ?» La question directe surprend Camille par sa maturité. Léa ne joue plus, ne biait plus. Elle veut la vérité, même si cette vérité risque de détruire sa relation. Que voulez-vous savoir exactement ? Est-ce qu'il ment sur son travail ? Est-ce que sa mère le finance ? Camille regarde cette jeune femme intelligente qui a eu le courage de poser les bonnes questions. Léa mérite mieux que les mensonges de Mathieu. Elle mérite la vérité, même brutale. Oui aux 2 questions, et ça dure depuis des mois. Le visage de Léa se ferme, mais pas de colère, de détermination. Elle remercie Camille d'un hochement de tête et s'éloigne d'un pas décidé. Cette nuit-là, dans son lit, Camille sourit en pensant à la suite des événements. Les dominos qu'elle a mis en place commencent à tomber. Bientôt, Mathieu et Brigitte découvriront ce que signifie vraiment l'humiliation publique. Justice sera rendue. 3 semaines s'écoulent dans un silence pesant. Brigitte n'envoie plus de messages. Mathieu évite soigneusement les lieux où il pourrait croiser Camille. Mais l'accalmie ne trompe personne. L'orage se prépare. Camille l'apprend par Romain, qui l'entend de sa voisine, qui le tient de sa coiffeuse. Brigitte risque l'expulsion. Les impayés de loyer s'accumulent depuis que les virements secrets vers Mathieu ont épuisé ses maigres économies. La retraite d'une ancienne caissière ne suffit pas à financer les mensonges d'un fils manipulateur. Un mardi soir, 19h30. Camille termine sa paperasse administrative quand la secrétaire de la maison de retraite frappe à la porte de son bureau. « Il y a une dame qui vous demande à l'accueil. Elle dit que c'est urgent. » Brigitte l'attend dans le hall d'entrée, méconnaissable. Ses vêtements froissés, ses cheveux ternes, ses traits tirés trahissent des nuits blanches et une détresse profonde. Elle, qui se donnait des airs bourgeois, ressemble maintenant à ce qu'elle a toujours été. Une femme vieillissante dépassée par les événements. Il faut qu'on parle. Sa voix n'a plus rien de l'arrogance d'autrefois. C'est une supplication déguisée en ordre, le dernier baroud d'honneur d'un orgueil à l'agonie. Elle s'installe dans le petit café en face de l'hôpital. Brigitte commande un thé qu'elle ne touchera pas, Camille, un café qu'elle savoure lentement. Le rapport de force s'est inversé. Celle qui supplie ne boit pas. Celle qui a le pouvoir prend son temps. Je risque de perdre la maison. Les huissiers vont passer la semaine prochaine. L'aveu tombe comme une pierre dans un puits. Brigitte fixe ses mains posées sur la table, incapable de soutenir le regard de sa belle-fille. J'ai besoin que tu reviennes, qu'on reforme une famille, que tu m'aides, financièrement. Le mot « famille » dans la bouche de celle qui l'a traitée d'intruse pendant des mois
arrache un sourire amer à Camille. L'hypocrisie atteint des sommets vertigineux. Une famille? Tu veux dire celle où je nettoie des vieux et où je suis une tête de déterré? Brigitte tressaille sous la précision de la citation. Ses propres mots, crachés avec mépris quelques mois plus tôt, lui reviennent comme un boomerang. J'étais énervée. Je ne pensais pas ce que je disais. Si, tu le pensais. Et tu continues de le penser. Camille pose ses conditions avec le calme d'une négociatrice aguerrie. Elle acceptera de l'aider financièrement, mais à une condition non négociable. Mathieu doit avouer la vérité à Léa. Fini les mensonges. Fini la comédie du fils qui réussit. Je ne peux pas lui demander ça. Il a sa fierté. Sa fierté, il ment à sa copine depuis 4 mois, lui fait payer leur sortie, vit de tes emprunts. C'est ça, la fierté? Le silence de Brigitte équivaut à un aveu. Elle sait que son fils manipule Léa, mais admettre cette réalité reviendrait à reconnaître qu'elle a élevé un menteur et un profiteur. Leur voix monte progressivement, attirant l'attention des autres clients. Camille évoque les mois d'humiliation, l'exploitation financière, le mépris constant. Brigitte bredouille des excuses qui sonnent faux. Invoque la mémoire de Julien pour faire culpabiliser sa belle-fille. Julien aurait voulu que sa famille reste unie. Julien aurait voulu que sa femme soit respectée, pas exploitée. C'est à ce moment précis que Léa pousse la porte du café. Elle venait voir Camille pour clarifier définitivement la situation, comprendre pourquoi Mathieu refuse obstinément de lui présenter des collègues de travail, pourquoi il évite systématiquement les questions sur son entreprise. Ses soupçons grandissants l'ont poussée à chercher des réponses directes. Elle s'arrête net en entendant les éclats de voix, reconnaît immédiatement Brigitte qu'elle a croisée lors du fameux week-end de la maison vide. Les mots qu'elle saisit au vol assemblent instantanément le puzzle qu'elle tentait de reconstituer depuis des semaines. Il ment à sa copine depuis 4 mois, lui fait payer leur sortie, vit de tes emprunts. Léa reste figée près de l'entrée, son sac serré contre sa poitrine, le visage blême. Tout devient clair d'un coup. Les incohérences, les mensonges, les évitements. Mathieu ne travaille pas dans l'informatique. Il n'a jamais travaillé dans l'informatique depuis qu'elle le connaît. Elle finance un chômeur qui lui ment depuis leur premier rendez-vous. Léa sort du café sans un mot, le visage fermé, les mâchoires serrées. Camille et Brigitte échangent un regard lourd de sens. Elles savent toutes les deux que l'explosion est imminente. 48 heures plus tard, samedi soir, la famille Rousseau se réunit chez Brigitte pour l'anniversaire de la grand-mère paternelle, Mamie Fernande. 83 ans, ancienne institutrice qui a toujours eu un faible pour Mathieu, son petit-fils chéri. Autour de la table basse installée dans le salon vide, les oncles Raymond et Michel, les tantes Sylvie et Christiane, quelques cousins avec leurs conjoints. Mathieu a insisté pour que Léa l'accompagne, malgré ses réticences inhabituelles. Il veut montrer à sa famille que sa relation sérieuse tient bon, que sa copine professeure apporte une respectabilité sociale à leur couple. Léa accepte, mais pas pour les raisons que croit Mathieu. 19 heures. Les invités s'installent tant bien que mal sur les chaises dépareillées que Brigitte a empruntées aux voisins. L'absence de mobilier décent embarrasse visiblement la maîtresse de maison, qui multiplie les excuses sur ses travaux de rénovation qui n'en finissent pas. Mathieu parade devant la famille, présentant Léa comme sa fiancée officieuse, évoquant leur projet d'avenir commun. Il ment avec l'aisance d'un commercial aguerri, inventant des détails sur son travail fictif, ses missions importantes et ses perspectives d'évolution. Léa l'écoute en silence, un sourire figé aux lèvres. Elle attend son moment. Mamie Fernande, touchée par l'attention, offre à Mathieu une enveloppe contenant 1 000 € pour l'aider dans ses projets. L'argent de sa maigre retraite, économisé pendant des mois pour faire plaisir à son petit-fils préféré. C'est le déclic que Léa attendait. En fait, j'ai une surprise pour tout le monde. Sa voix claire coupe les conversations. Tous les regards convergent vers elle. Mathieu lui sourit, pensant qu'elle va annoncer leurs fiançailles officielles. Mathieu ne travaille plus dans l'informatique depuis 4 mois. Le silence qui suit ces mots résonne comme un gong. Les visages se figent, les sourires s'effacent. Brigitte blêmit. Mathieu ouvre la bouche sans qu'aucun son n'en sorte. Il est inscrit à Pôle emploi depuis février. Je l'ai vu sortir de l'agence mardi dernier. Léa sort son téléphone.
montre les relevés bancaires qu'elle a imprimés. Restaurant, cinéma, sorties, courses, tout payé par elle pendant 4 mois. J'ai financé notre couple en croyant sortir avec un informaticien prospère. En réalité, c'est Brigitte qu'il finance avec des emprunts qu'elle ne peut plus rembourser. Les révélations s'enchaînent avec la précision d'un rapport médical. Mathieu tente de l'interrompre, bredouille des excuses pathétiques. C'était juste temporaire. Je comptais te dire, j'avais honte. Honte? Tu m'as menti depuis notre premier rendez-vous. Tu as construit notre relation sur un mensonge total. Mamie Fernande récupère discrètement son enveloppe, les yeux brillants de déception. Les oncles et tantes échangent des regards embarrassés. Celui qu'ils prenaient pour la fierté de la famille se révèle être un menteur professionnel. Brigitte tente une dernière manœuvre de sauvetage. « Léa, vous ne comprenez pas. Les jeunes ont des difficultés aujourd'hui. Il faut l'aider, pas l'enfoncer. » L'aider? En mentant à sa place? En empruntant de l'argent que vous ne pouvez pas rembourser? En traitant votre belle-fille de ratée alors qu'elle finançait votre mode de vie? Cette dernière révélation achève de détruire l'image de Brigitte devant sa famille. Ses sœurs découvrent que la femme qui se vantait d'avoir un fils qui réussit et qui regardait de haut leurs propres enfants vivait en réalité dans l'exploitation et le mensonge. Tante Sylvie, celle qui téléphone tous les vendredis, comprend enfin pourquoi Brigitte lui racontait tant d'histoires contradictoires. Oncle Raymond, qui admirait secrètement la réussite de Mathieu, réalise qu'il s'est laissé manipuler. Mathieu s'effondre psychologiquement, avoue tout devant sa famille médusée. Le chômage, les dettes, les mensonges à répétition. Léa l'écoute avec le détachement d'un médecin qui diagnostique une maladie. À 21h, la fête d'anniversaire se termine dans un silence de catastrophe. Les invités partent un à un, gênés, évitant les regards. Mamie Fernande embrasse Léa en lui glissant à l'oreille. « Vous avez bien fait, ma petite. Il fallait que ça sorte. » Léa sort la dernière, laissant derrière elle une famille détruite par ses propres mensonges. Dans le salon vide, Brigitte et Mathieu contemplent les débris de leur réputation sociale. L'humiliation qu'ils ont fait subir à Camille pendant des mois leur revient au centuple, devant témoins, sans échappatoire possible. Justice est rendue. 6 mois plus tard, octobre 2024, Camille ajuste sa nouvelle blouse blanche frappée du logo « Coordinatrice de nuit, service gériatrique ». Sa promotion lui a valu un bureau individuel et la reconnaissance qu'elle méritait depuis des années. 40% d'augmentation, équipe de 8 aides-soignantes sous sa responsabilité, respect immédiat de l'administration hospitalière. Le directeur de l'établissement l'avait convoquée, après avoir remarqué la chute spectaculaire des incidents nocturnes depuis qu'elle avait pris ses nouvelles fonctions. Les familles la réclamaient nommément, les médecins appréciaient ses comptes rendus précis. Ses collègues la respectaient naturellement. « Vous avez toujours eu l'étoffe d'un cadre, Camille. Il fallait juste que vous le réalisiez. » Dans son appartement rue des Lilas, désormais meublé avec goût et sérénité, chaque objet raconte une histoire de liberté retrouvée. Le canapé beige trône fièrement dans le salon lumineux, débarrassé des mauvais souvenirs. Le réfrigérateur Samsung bourre de produits frais choisis par plaisir, pas par nécessité économique. Romain et sa fille Emma y ont élu domicile progressivement, naturellement. Pas de passion dévorante, mais une tendresse solide construite sur le respect mutuel et la compréhension des blessures passées. Emma, 8 ans, a trouvé en Camille la figure maternelle bienveillante qui lui manquait. « Camille, tu crois que papa et toi, vous allez vous marier ?» La question de la petite fille, posée un dimanche matin devant ses céréales, arrache un sourire à Camille. Le mariage n'est plus une obsession, juste une possibilité parmi d'autres, dans une vie enfin équilibrée. Les nouvelles de l'ancienne famille lui parviennent par fragments, portées par les ragots du quartier que Nadia se fait un plaisir de transmettre. Mathieu travaille désormais comme préparateur de commandes dans un entrepôt Amazon. CDD de 6 mois renouvelé après évaluation, horaire de nuit, salaire de subsistance. Il a arrêté de mentir par nécessité. Impossible de tricher quand on pointe sur une machine. Pas de copine en vue. Les sites de rencontres l'ont éjecté après que Léa ait publié un témoignage détaillé sur les red flags à éviter. Le témoignage de Léa, devenu viral sur les réseaux sociaux, a libéré la parole d'autres femmes victimes de manipulateurs sentimentaux.
L'institutrice a créé un groupe de parole dans son établissement scolaire, aidant ses collègues à reconnaître les signaux d'alarme dans leurs relations. Brigitte a perdu sa maison, comme prévu. Elle vit maintenant dans un petit F2 HLM à la périphérie de la ville, proche de son travail de femme de ménage qu'elle a dû reprendre à 56 ans. Fini les airs bourgeois, terminé le mépris social. Elle nettoie les bureaux d'une compagnie d'assurance, avec l'humilité de ceux qui ont tout perdu. Un mardi soir de novembre, elle croise Camille à la sortie du métro. Leurs regards se croisent une seconde. Brigitte baisse les yeux. Camille continue son chemin sans s'arrêter. Pas de pardon spectaculaire, pas de réconciliation hollywoodienne. Juste l'indifférence polie qu'on accorde aux étrangers. Ce soir-là, Camille retrouve Julie, sa nouvelle collègue aide-soignante, en pleurs dans la salle de repos. 24 ans, célibataire, elle vient de découvrir que son copain la trompe avec sa meilleure amie depuis des mois. Comment j'ai pu être aussi aveugle? Tout le monde le savait sauf moi. Camille s'assoit à côté d'elle, pose une main réconfortante sur son épaule. Dans les sanglots de Julie, elle reconnaît sa propre détresse d'autrefois, cette sensation d'être la dernière à comprendre qu'on vous manipule. Tu n'étais pas aveugle, tu faisais confiance. C'est différent. Elle raconte à Julie son histoire, sans phare, sans victimisation. L'exploitation familiale, les mensonges, la manipulation psychologique, puis la libération, la reconstruction, la découverte qu'on peut exister autrement que dans l'ombre des autres. Tu veux dire que ça va aller mieux? Ça va aller différemment. Et c'est déjà énorme. En rentrant chez elle ce soir-là, Camille croise son reflet dans la vitrine de la pharmacie. 30 ans, les traits apaisés, le sourire spontané. Cette femme dans le miroir ne ressemble plus à la veuve résignée qui encaissait les humiliations en silence. Elle a appris à distinguer générosité et exploitation, bonté et faiblesse, famille et toxicité. Plus jamais elle ne confondra l'amour avec la soumission. Dans son sac, une invitation au mariage de Kevin avec sa nouvelle compagne. Sur son téléphone, un message de Romain qui emmène Emma au cinéma samedi. Dans son cœur, la certitude tranquille d'avoir mérité cette paix retrouvée. Camille a enfin compris qu'elle valait mieux que les miettes d'affection qu'on lui jetait. Elle a découvert qu'on pouvait être aimé pour ce qu'on est, pas malgré ce qu'on est. Et cette révélation-là valait tous les meubles du monde.